Je m'appelle Diana Bronson, je suis directrice générale de Sécurité alimentaire Canada et je suis ici avec Amanda Sheedy, notre coordinatrice. Alors, bienvenue. Merci d'être là avec nous. C'est grâce à votre enthousiasme et participation et organisation locale qu'on est capable d'avoir cette conversation. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on entend un peu M. Descouters parler de ce qui s'est passé au Conseil des droits de l'homme hier, de nous donner les grandes lignes de son rapport qui a déjà été circulé à ce groupe. Il fait 20 pages, il est très global, très complexe, très complet plutôt, très compréhensif et avec des recommandations fort intéressantes, dont la recommandation d'avoir une stratégie nationale pour la réalisation du droit à l'alimentation, ce qui rencontre parfaitement les objectifs de Sécurité alimentaire Canada avec notre publication que la plupart d'entre vous connaissez. Ça s'appelle « Du pain sur la planche vers une politique populaire alimentaire pour le Canada ». Je vous invite à parler un petit peu de la réaction du gouvernement canadien à Genève. Et si nécessaire, on peut compléter avec les informations que nous, on a, qui sont venues d'Ottawa depuis hier. Monsieur Descouters est rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation et il a un mandat qui relève des Nations unies pour faire enquête sur la réalisation du droit à l'alimentation dans l'ensemble des membres de l'ONU. Merci, Monsieur Descouters. Merci beaucoup, Diane Bronson. C'est très gentil à vous d'avoir fait cette introduction et à Food Secure Canada d'avoir rendu possible, avec le soutien de Carleton University, cette visioconférence multi-panel qui est tout à fait impressionnante. Et je dois dire que la session que nous avons hier avec plus de 50 groupes à travers le Canada en anglais m'a vraiment impressionné par d'abord le degré de mobilisation des gens dont ceci témoigne, et puis par la qualité de la conversation que ces technologies a rendu possible. Donc merci à vous deux, merci à Food Secure Canada et à Carleton University pour ceci. Alors, je voudrais peut-être commencer par situer ma démarche et ce rapport dans un ensemble plus vaste qui est celui du rôle des Nations Unies dans le système des droits de l'homme et son rapport au Canada. Au fond, ce rapport n'est qu'une étape dans un cheminement qui est plus long. C'est un rapport qui est, comme vous le savez, le résultat des conversations que j'ai pu avoir, des consultations que j'ai pu organiser, des visites que j'ai pu faire au cours de ma visite au Canada qui s'est roulée entre le 6 et le 16 mai dernier. Et j'ai préparé sur base de cette visite un premier draft de rapport qui a été donné au gouvernement canadien, qui a eu l'occasion de faire sur ce draft ses propres commentaires. Et j'ai, sur base de ces commentaires, établi un rapport définitif qui a été présenté hier au Conseil des droits de l'homme à Genève. Le Conseil des droits de l'homme, c'est 47 gouvernements qui procèdent à une sorte d'examen par les pairs du bilan de chaque État en matière de droits de l'homme. Et mon rapport sert au fond à surveiller la manière dont le Canada s'acquitte de ses obligations internationales. Hier, on a eu finalement très peu de temps pour discuter le rapport qui a été fait sur base de ma mission au Canada en mai dernier, simplement parce que je présentais hier un ensemble de rapports et que nous avons eu au total 5 ou 6 heures pour discuter, mais relativement peu de temps peut être consacré à ce qui concerne, après tout, un seul pays. Là où le rapport va jouer un rôle sans doute plus important, c'est dans 2 instances qui vont examiner le Canada à l'avenir. D'abord, le 26 avril, dans 1 mois et demi, le Canada va être examiné à travers l'examen périodique universel, qui est au fond un examen auquel chaque État doit se prêter tous les 4 ans et où l'ensemble de son bilan en matière de droits de l'homme sera examiné. Et je n'ai aucun doute quant au fait que mon rapport va être extrêmement important dans les discussions que les diplomates auront au Conseil des droits de l'homme, où les gouvernements s'interpellent
sur la manière dont ils s'acquittent de leurs obligations. Et le Canada va devoir passer cet examen de manière beaucoup plus approfondie que ce qui a eu lieu hier, qui était très court finalement. Et ce sera le cas donc le 26 avril, et je pense que ce rapport sera surtout discuté à ce moment-là. Par ailleurs, le Canada va être, comme c'est le cas à intervalles réguliers, va être examiné par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui est un comité d'experts indépendants qui surveille le respect du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a pour habitude de prendre appui de manière très systématique sur les rapports que font les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme qui ont un mandat en matière de droits économiques et sociaux, donc notamment en matière de droit à l'alimentation. Et donc je ne doute pas qu'à la prochaine occasion où le Canada sera examiné par ce comité, ce rapport va jouer un rôle important. Alors, comme vous n'avez peut-être pas tous eu l'occasion de lire ce rapport et que la presse en a certainement fait un compte-rendu très partial, je voudrais dire quelques mots sur la démarche dans laquelle il s'inscrit et sur les principaux messages qu'il contient. Le rapport, au fond, vise à donner une sorte de lecture à 360 degrés, aussi complète que possible dans les 10 000 mots que ces rapports peuvent contenir, de la situation du droit à l'alimentation au Canada. Et il commence par identifier, au fond, la manière dont le Canada a organisé le cadre législatif et politique pour garantir mieux le droit à l'alimentation sur son territoire. Et j'examine en particulier dans ce premier chapitre du rapport la manière dont la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 reconnaît, ou plutôt ne reconnaît pas, les droits économiques, sociaux et culturels. C'est une charte qui est centrée sur les droits et libertés classiques de nature civile et politique, mais qui est très faible sur les droits économiques, sociaux et culturels. J'examine aussi le Human Rights Act, pardonnez-moi, je ne connais pas la terminologie française qui est utilisée, la loi sur les droits de la personne, est peut-être le mot que vous utilisez ou la terminologie que vous utilisez, qui là aussi ne protège pas suffisamment les droits économiques et sociaux et ne protège pas contre la discrimination fondée sur la condition sociale, malgré une recommandation faite en ce sens par un panel d'experts à la demande du ministre de la Justice en 2000. On n'a finalement pas de véritable protection des personnes contre la pauvreté, y compris dans la discrimination dont elles peuvent faire l'objet. Et donc, j'exprime là un regret, c'est que le cadre juridique dont le Canada s'est doté ne permet pas de protéger les droits économiques et sociaux, et notamment le droit à l'alimentation, aussi bien que les droits civils et politiques sont protégés. Aujourd'hui, de plus en plus d'États protègent les droits économiques et sociaux, permettent par conséquent aux juridictions de protéger ces droits sur base des plaintes qui sont introduites auprès d'elles. Et dans les jours qui viennent, le 5 mai pour être précis, dans 2 mois, le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels va entrer en vigueur, qui va donner une compétence au comité des droits économiques, sociaux et culturels de recevoir des plaintes en matière notamment de droit à l'alimentation. Et on est donc dans un mouvement vers la justiciabilité des droits économiques et sociaux dans lequel j'invite le Canada à s'inscrire. Alors j'examine aussi la question du cadre politique du droit à l'alimentation, la manière, en d'autres mots, dont le Canada met en œuvre le droit à l'alimentation dans les stratégies qu'il a développées en son sein. Et je salue d'abord le fait que 11 des 13 provinces ou territoires du pays ont une stratégie de lutte contre la pauvreté. C'est très important. Certaines provinces ont d'ailleurs des stratégies qui sont définies dans des instruments législatifs, ce qui en garantit la pérennité. Malheureusement, nous n'avons pas de stratégie pour la réalisation du droit à l'alimentation. Nous n'avons pas de politique alimentaire digne de ce nom pour l'ensemble du pays. Ceci est un problème pour 2 raisons que je mets en avant dans mon rapport. Premièrement, c'est un problème parce qu'il n'y a pas véritablement de débat national sur la question de la stratégie alimentaire pour le Canada qui permette une participation des organisations d'agriculteurs, une participation des organisations de la société civile et qui permettent de donner au droit à l'alimentation et à l'alimentation au Canada
la place que ces questions méritent dans le débat politique national. En d'autres mots, d'autres questions risquent de devenir prioritaires par rapport à la garantie que chaque Canadien, que chaque Canadienne doit avoir d'avoir accès à une alimentation saine de manière fiable. Et se doter d'une stratégie alimentaire serait une manière de placer cette question au cœur du débat politique et de mettre ceci en tête des priorités de la société canadienne. Deuxièmement, et peut-être encore plus important, j'ai constaté au cours de ma mission que beaucoup d'initiatives locales tout à fait prometteuses existaient. Beaucoup de municipalités, par exemple, ont tenté de développer des programmes, par exemple, d'alimentation scolaire, se fournissant auprès des producteurs locaux et garantissant aux enfants une alimentation saine dans les écoles. Beaucoup de provinces ont des programmes visant à reconstituer des systèmes alimentaires locaux. Malheureusement, ces initiatives municipales, provinciales, au niveau des provinces ou des territoires, ne sont pas suffisamment soutenues par un cadre stratégique au niveau fédéral. Et beaucoup d'acteurs locaux, notamment parmi les gouvernements, parmi les administrations publiques, se sont plaints en réalité de n'être pas soutenus et de même voir leurs efforts entravés en l'absence d'une conversation nationale sur la question de l'alimentation durable au Canada. Et c'est la deuxième raison pour laquelle une stratégie nationale me paraît extrêmement importante, c'est pour coordonner mieux des niveaux de pouvoir qui ne peuvent bien travailler qu'en ayant une approche davantage coordonnée, ce qui ne veut pas dire qu'il faut remettre en question la répartition actuelle des compétences, mais que les compétences telles qu'elles sont définies doivent être exercées de manière davantage coordonnée et harmonisée. Je m'intéresse ensuite, dans les autres parties de mon rapport, aux dimensions classiques du droit à l'alimentation, la question de la disponibilité de nourriture, c'est-à-dire de la production agricole, la question de l'accessibilité à l'alimentation, c'est-à-dire la question de la possibilité pour les ménages pauvres en particulier d'avoir accès à une alimentation adéquate, et je m'interroge sur la question de l'adéquation, c'est-à-dire la manière dont les régimes alimentaires ont évolué et les conséquences de ces évolutions des régimes alimentaires sur la santé des Canadiens et des Canadiennes. Et je m'interroge dans une dernière partie du rapport sur la question spécifique des Premières Nations, des Inuits et de la population Métis, c'est-à-dire des discriminations spécifiques dont ces populations sont victimes et les difficultés que ces populations rencontrent dans l'accès à une nourriture adéquate. Alors, quelques mots très brièvement sur chacun de ces chapitres. D'abord, en ce qui concerne la disponibilité de nourriture et les politiques agricoles. Ce que je constate dans le rapport, et que chacun peut constater qui connaît et étudie un peu le Canada, c'est que les politiques agroalimentaires du Canada ont été de plus en plus définies en fonction d'un objectif qui est d'augmenter la capacité pour le Canada d'exporter à l'extérieur en étant compétitif sur les marchés internationaux. Cette évolution a été naturellement encouragée par l'accord de libre-échange avec les États-Unis à la fin des années 1980 et puis l'accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur en 1994. Et cette pression vers l'agriculture d'exportation a obligé les producteurs agricoles à devenir plus grands s'ils voulaient survivre, à développer des méthodes de production agro-industrielle de plus en plus coûteuses en intrants, de plus en plus dommageables pour l'environnement et pour les sols, et je documente un petit peu cette évolution dans mon rapport. Je mets l'accent dans cet examen sur une conséquence de cette évolution, c'est au fond la difficulté pour les petits agriculteurs, pour les fermes de taille petite ou moyenne, ce qu'on appelle parfois les fermes familiales, de subsister dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Et je montre qu'au fond, le système ne survit que par l'apport d'une main-d'œuvre étrangère, souvent à travers du travail saisonnier en provenance, par exemple, du Mexique, des Caraïbes, dans des programmes comme le Seasonal Agricultural Workers Program ou comme le programme fédéral d'accueil temporaire des travailleurs étrangers. J'ignore, pardonnez-moi, la
la dénomination exacte en français de ces programmes, mais ce sont des programmes qui importent de la main-d'œuvre saisonnière pour travailler sur les grandes plantations, sur les grandes fermes canadiennes, notamment dans la partie occidentale du pays. Et ce sont des travailleurs employés dans des conditions qui sont extrêmement problématiques parce que c'est une population vulnérable. Dès lors qu'un travailleur ne respecte pas le contrat de travail, qui est la condition de son accès au pays, il peut être renvoyé chez lui. Et l'accès de ces travailleurs à la protection sociale, aux soins de santé, est extrêmement précaire pour des raisons que j'identifie dans mon rapport. Et donc, je discute, au fond, dans ces termes-là, l'évolution générale des politiques agricoles au Canada. Deuxièmement, je me tourne vers la question de l'accessibilité et notamment de la difficulté pour les ménages pauvres au Canada d'avoir accès à des régimes alimentaires adéquats. Et je dirais que c'est là que je lance vraiment un signal en direction du gouvernement canadien, que j'exprime une forte préoccupation. Que voit-on? On voit un pays riche, très riche même, qui se situe en tête de tous les classements internationaux au niveau du bien-être général de la population et donc de la capacité pour le pays de protéger tous ses citoyens contre les risques de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Mais c'est en même temps un pays où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres va croissant. Aujourd'hui, les 10% des Canadiens les plus riches sont en moyenne 10 fois plus riches que les 10% des Canadiens les plus pauvres. Et les mécanismes fiscaux et des politiques sociales que le Canada a mis en place, progressivement ont moins bien protégé que par le passé les Canadiens contre les risques de pauvreté et d'exclusion sociale. La conséquence, c'est que sur une population d'à peu près 35 millions aujourd'hui, 3 millions de Canadiens sont considérés comme vivant dans une situation de pauvreté. Les enfants dans les familles nombreuses sont notamment victimes de cette évolution. Et 1 million environ de Canadiens, beaucoup plus selon certains acteurs, 1 million environ de Canadiens ne sont pas en mesure de se nourrir de manière décente, sont en situation d'insécurité alimentaire, forcés parfois d'ailleurs de faire la queue pour avoir accès à des banques alimentaires dans les régions urbaines, lorsque vraiment ils sont à bout de ressources et n'ont pas d'autre possibilité que de recourir à ces banques alimentaires. Alors, que faire par rapport à ça? Je pense en particulier que les provinces, les territoires, devraient se voir imposer par le pouvoir fédéral une obligation, puisque c'est la compétence des provinces, de soutenir leur population par des politiques sociales dignes de ce nom, qui alignent le niveau d'assistance dont bénéficient les Canadiens sur l'évolution du coût réel de la vie, et notamment l'évolution du coût des logements, puisqu'il n'est pas rare que les familles pauvres ne puissent plus se nourrir décemment en raison de l'augmentation des loyers qui a été très considérable dans beaucoup de villes du Canada au cours des 15 ou 20 dernières années. Alors, par le passé, comme vous le savez, vous aviez un programme mis en place en 1966, le plan d'assistance Canada, Canada Assistance Plan, qui en fait consistait pour le pouvoir fédéral à transférer des revenus aux provinces moyennant certaines conditions liées à la nécessité pour les provinces de protéger les Canadiens contre les risques de l'existence, garantir le droit à l'alimentation, au logement, aux vêtements. Et en fait, ces programmes ont été démantelés, leur ont succédé en 1996, notamment Canada Health Transfer et Canada Social Transfer, mais ce sont des programmes qui n'ont plus de conditionnalité vers les provinces qui parfois ne protègent pas suffisamment les Canadiens contre les risques de la pauvreté. Et donc, je pense qu'il faudrait responsabiliser davantage les provinces et en tout cas prendre au sérieux cette question du droit à la sécurité sociale des Canadiens, du droit à une aide qui soit suffisamment robuste pour que les Canadiens ne soient pas obligés de dépendre de la charité publique. Je fais des propositions en ce sens concernant par exemple le salaire minimum, concernant aussi l'utilisation de l'outil fiscal pour financer des programmes sociaux mieux protecteurs des Canadiens très pauvres. Il n'est pas normal que dans un pays riche, l'on ait des personnes qui dépendent en si grand nombre des banques alimentaires. Et ceci, je le dis naturellement avec immensément de respect et d'admiration
pour les banques alimentaires au Canada qui font un travail magnifique que j'ai pu admirer de très près là où je me suis rendu. Et je salue d'ailleurs ici, parmi les sponsors de cet événement, Winnipeg Harvest en particulier et Canadian Food Grains Bank. Alors, je m'interroge dans mon rapport aussi sur la question de l'adéquation de l'alimentation. De quoi s'agit-il? On est dans une situation où le Canada, comme d'autres pays tels que les États-Unis, le Mexique, plusieurs pays de l'Union européenne, ont misé beaucoup sur l'augmentation de la production agricole et de la disponibilité de calories par personne, mais sans réfléchir les liens entre agriculture, alimentation et santé. Et on a des régimes alimentaires qui sont devenus davantage composés de produits transformés, plus riches en graisses saturées, en sel, en sucre, et des Canadiens qui développent aujourd'hui des maladies liées notamment au surpoids dont sont victimes 62% des adultes canadiens et l'obésité dont sont victimes 25% des adultes canadiens. Ceci coûte cher au Canada, coûtera de plus en plus cher au fil des années. C'est au fond une bombe à retardement qui se prépare puisque c'est surtout dans la génération qui suit que ces conséquences vont être visibles sur l'explosion des soins de santé, des coûts de soins de santé au Canada, des diabètes de type 2, différentes maladies cardiovasculaires, tel type de cancer se développent à partir de l'obésité et du surpoids. Et le Canada en est parfaitement conscient. J'ai reçu de la part des personnes qui s'occupent de santé publique au Canada des chiffres et des préoccupations se sont exprimées de manière très forte par rapport à ce problème. Alors, le Canada est conscient de ce problème, mais davantage pourrait être fait. Par exemple, pour bénir les transgresses de l'alimentation au Canada, pour limiter ou interdire la publicité vers les enfants de moins de 13 ans, comme l'a fait la province du Québec, mais c'est la seule à avoir agi dans ces directions, ou encore pour lutter contre ce phénomène des déserts alimentaires au Canada, qui conduit à ce paradoxe que des populations pauvres qui se concentrent dans certains quartiers de grandes villes au Canada sont obligés de payer plus cher l'accès à une alimentation saine, composée de fruits et légumes, simplement parce que les distributeurs de ces produits frais ne trouvent pas intéressant de distribuer de la nourriture fraîche dans ces communautés pauvres dont les revenus ne sont peut-être pas suffisants pour constituer une clientèle intéressante. On peut lutter contre cela, on doit le faire par des politiques d'aménagement du territoire, par des incitants fiscaux vers ces distributeurs, et c'est en tout cas un problème qui doit être pris au sérieux. Il n'est pas normal que les pauvres payent plus que les riches pour pouvoir manger de manière à demeurer en bonne santé. Alors, je m'interroge enfin, et je terminerai par là très brièvement, en m'excusant d'avoir été aussi long, par quelques mots sur la question des Premières Nations, des Inuits et des Métis. J'ai, comme vous le savez, consacré dans ma mission plusieurs visites, à la fois aux réserves sur lesquelles les Premières Nations résident et à la situation des Premières Nations qui ne sont pas dans des réserves. Et j'étais frappé de voir combien ils étaient encore plus victimes de ces évolutions que d'autres. Et notamment, les taux d'obésité et de surpoids dans ces populations sont extrêmement forts. Et j'ai exprimé ma préoccupation par rapport à cette situation auprès du gouvernement canadien. Un programme auquel je me suis intéressé en particulier, c'est Nutrition North Canada, qui est un programme de subside aux distributeurs d'aliments dans les communautés très éloignées qui ne peuvent pas être jointes pendant tout le long de l'année par la route. Et j'ai exprimé ma préoccupation par rapport au manque de transparence et de reddition des comptes dans ce programme Nutrition North Canada, et aussi le peu de transparence, la manière dont les communautés bénéficiant de ce programme avaient été sélectionnées, puisque, au fond, ce programme choisit les communautés qui vont bénéficier de ce mécanisme des subsides sans véritablement que ces choix soient totalement transparents et justifiés. Voilà, je terminerai par là en m'excusant d'avoir été aussi long, et c'est avec plaisir que je tenterai de répondre à vos questions. Merci encore de me donner l'occasion de renouer langue avec vous après ces quelques mois passés à mûrir
les conclusions à tirer de ma mission au Canada.